Donc la conférence traite des problèmes de l'eau au Proche-Orient. Voilà. Et donc, je voudrais vous dire à l'introduction que les perspectives en matière d'eau douce ne sont pas des plus optimistes, car de la vie générale, sa raréfaction semble inéluctable. Or, un pays qui manque d'eau est un pays qui ne peut ni nourrir sa population, ni assurer son développement. Il est à noter que la consommation en eau par habitant est désormais considérée comme un indicateur du développement économique d'un pays. Si l'on en croit une étude des Nations Unies, l'eau pourrait devenir à l'horizon de 50 ans un bien plus précieux que le pétrole. Cela traduit la valeur croissante de cette ressource que d'aucuns qualifient d'or bleu. Au lieu d'or noir, d'or bleu. L'accès à l'eau se présente comme un enjeu économique majeur à l'échelle planétaire et il pourrait devenir l'une des premières causes de tensions internationales. En effet, plus de 40% de la population mondiale est établie dans les 250 bassins fluviaux transfrontaliers du globe. En d'autres termes, toutes ces populations se trouvent dans l'obligation de partager leurs ressources en eau avec les populations de pays voisins. Il apparaît qu'une telle situation peut être à l'origine de conflits, notamment lorsqu'un cours d'eau traverse une frontière, car l'eau devient alors un véritable instrument de pouvoir aux mains du pays situé en amont. Celui-ci a toujours théoriquement l'avantage, puisqu'il a la maîtrise du débit de l'eau. Débit de l'eau. Voilà énoncé quelques problèmes qui révèlent l'importance stratégique de l'eau. Et ce soir, pour traiter de ce thème, nous avons le plaisir d'accueillir M. André Garcia, président honoraire du tribunal de commerce de Bordeaux, qui est notamment très intéressé par les problèmes de l'eau dans le monde et particulièrement au Proche et au Moyen-Orient. Et pour ce faire, notamment, André Garcia s'est mis à l'étude de l'arabe. Bien, donc après avoir réglé tous ces problèmes techniques, nous allons pouvoir débuter la conférence. Bien. Bien, bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être venus à cette conférence. Comme vient de dire M. Comte, nous allons parler de l'eau au Proche-Orient. J'ai sous-titré cela source de conflit. Alors, quelle perception avons-nous du Proche-Orient? On a une première perception, c'est la guerre, c'est Daesh, c'est la Syrie, c'est l'Irak, ce sont les attentats, ce sont les immigrés. Et puis nous avons une deuxième perception, c'est le pétrole, le gaz, les ressources alternatives, c'est-à-dire le solaire, le vent, etc. Mais, comme vous disiez M. Comte tout à l'heure, on oublie souvent l'or bleu, c'est-à-dire l'eau, nécessaire à la vie, mais aussi à la fabrication de nombreux produits alimentaires et industriels. Pourtant, dans le monde, on constate qu'en 1995, 19 États, soit 160 millions d'habitants, étaient en pénurie hydrique. Pénurie hydrique, c'est-à-dire moins de 1000 mètres cubes par an et par personne. Également que 8 millions de personnes meurent chaque année par absorption d'eau non potable. Et puis nous avons aussi des sécheresses. Notamment en 2011, nous avons eu une sécheresse importante en Somalie, en Érythrée et dans les cornes de l'Afrique. Et là, on constate des milliers de morts. Nous ne sommes pas épargnés. Dernièrement, en effet, nous avons au cours du premier trimestre une sécheresse importante qui a touché la Somalie et l'Éthiopie. L'origine de cela, c'est, vous le connaissez, c'est le Niño, qui est un courant chaud qui passe dans le Pacifique et qui était particulièrement fort cette année, au mois de décembre dernier,
entraînant de ce fait à la fois des inondations importantes du côté est des États-Unis et, parallèlement, une sécheresse importante du côté de l'Afrique et du Moyen-Orient. Alors, on s'interroge toujours, quelle est la capacité d'eau que nous pouvons avoir? Bien, dans le monde, les experts, je me réfère à eux, c'est 1400 millions de kilomètres cubes entre mer et océan. Alors, c'est très difficile de se représenter ce qu'est un kilomètre cube. Mais alors 1 400 000, c'est de plus en plus difficile. Mais on évalue à 40 millions de kilomètres cubes les ressources mondiales qui sont potables. Autrement dit, c'est l'équivalent à peu près de 5700 mètres cubes par habitant et par an. En général, les 2 tiers sont affectés à l'agriculture et à l'industrie, et le 1 tiers pour les consommations des hommes. Autrement dit, si nous regardons la planète entière, nous avons à peu près 5700 mètres cubes par an, par personne. Autrement dit, si nous sommes 7 milliards, si nous sommes 9 milliards, si nous sommes 15 milliards, il y a suffisamment d'eau potable pour l'ensemble de la planète. Revenons maintenant au Proche-Orient, et quelle est la problématique du Proche-Orient? On constate tout d'abord une démographie galopante, avec des déficits de ressources. Il y a des différences de développement et donc de consommation entre les différents pays. Il y a forcément une interdépendance entre les voisins. Je passe une deuxième. Et ce que l'on observe aussi, c'est une gestion défaillante des ressources en gaspillage et des pertes. Il existe un double problème concernant la gestion rationnelle des ressources. Tout d'abord, le déséquilibre n'est pas entre l'offre et la demande d'eau, mais entre le lieu de l'offre et celui de la demande. D'autre part, il n'y a pas, et c'est le deuxième point, il n'y a pas de réglementation uniforme en droit international sur le partage des eaux des fleuves. Il existe au Proche et Moyen-Orient 3 bassins hydriques, le Nil, le Tigre et l'Euphrate et le Jourdain. Le Nil, le Tigre et l'Euphrate et le Jourdain. Ils concernent en général à peu près 9 États. Donc notre fil conducteur sera bien entendu le déséquilibre entre l'offre et la demande. Deuxièmement, la réglementation, qu'il n'y a pas de réglementation uniforme en droit international. Et d'autre part, c'est une population qui double pratiquement tous les 25 ans. L'Égypte, tout d'abord, veut contrôler le Nil. Le Nil est long de 6700 km. Il est constitué par 2 fleuves, le Nil blanc et le Nil bleu. Le Nil blanc prenant sa source au lac Victoria, et le Nil bleu prenant sa source au lac Tana en Éthiopie. Jusqu'au début du XXe siècle, l'Égypte vivait avec un Nil qui grâce à ces inondations, permettait une fertilisation des sols, permettait effectivement à ce peuple de se développer et notamment d'avoir une agriculture permettant ainsi une civilisation que l'on connaît, qui était une civilisation brillante. Mais en 1929, à l'initiative des Britanniques, il y a eu un premier traité. Un premier traité qui a été complété en 1959 par un second traité. Que disent ces 2 traités? Ces traités attribuent à l'Égypte 66% du flux du Nil. Et au Soudan,
22% du débit du fleuve. Soit, en gros, sur 84 milliards de mètres cubes que charrie le Nil, 55 milliards pour l'Égypte, 18,5 milliards pour le Soudan. Mais ces traités octroient en outre au Caire un droit de veto sur tous les travaux susceptibles d'affecter le débit du fleuve, ce qui fournit en 1900, disons, au début du XXe siècle, 90% de ses besoins en eau. 7 autres pays signataires de ces deux accords, je cite l'Éthiopie, le Rwanda, la République du Congo, la Tanzanie, le Burundi, l'Ouganda et le Kenya, se répartissent les 12% restants. Cela jusqu'en mai 2010, où de ces 7 pays, 4 décident de ne plus appliquer les accords de 1929 et de 1959 et vont créer leur propre accord en Ouganda, à Entebbe, pour un partage plus efficace des eaux du Nil pour eux. Parmi ces pays, il y en a un, je vais retenir un petit peu votre attention sur l'Éthiopie. Je descends pour vous faire... L'Éthiopie, jusqu'en 1970, c'était au moment où elle sort de ces accords, était un pays essentiellement agricole et s'était lancé dans l'agriculture et particulièrement dans la culture des fleurs, notamment les roses, qui sont très connues quant à leur qualité et quant au développement de la commercialisation de ces roses. Puis, l'Éthiopie a envisagé de développer son économie et également ses besoins d'électricité. Et pour cela, elle va décider, un peu avant 2011, puisque les travaux vont commencer en 2011, la réalisation du barrage La Grande Renaissance. Vous avez là le barrage qui est en cours de construction. Alors c'est un projet colossal. Il est colossal parce que, d'une part, il est long de 1 km 750. Il a une profondeur de 145 mètres et il va avoir une rétention d'eau de 70 milliards de mètres cubes. Alors c'est une entreprise italienne qui a été chargée de la construction, mais le ce que vous voyez en bas, c'est la vallée de la Cuba. Ce barrage est intéressant à plus d'un titre. Tout d'abord, l'État éthiopien n'a pas pu avoir de financement pour la réalisation de ce barrage. Donc, pour réaliser ce barrage, l'État éthiopien a dû demander à sa diaspora, d'une part, d'autre part, à tous les fonctionnaires de prendre des bons du Trésor, et les entreprises privées sont chargées de retenir un mois de salaire auprès de ses salariés. Alors ça paraît un peu contraignant, mais en même temps, il y a une telle volonté de réaliser ce barrage qu'on a créé en fait une espèce de nationalisme éthiopien parce que tout le monde se met ensemble pour réaliser quelque chose. Alors, lorsque je disais que c'est un barrage assez exceptionnel, c'est qu'il y a quand même 8500 personnes qui travaillent sur ce chantier. Ce chantier a commencé en 2011, il va être terminé en 2017, c'est-à-dire l'an prochain. Et cela, ça a une conséquence importante. Parce que 70 milliards de mètres cubes veut dire que pendant 2 ans, le Nil va être, en quelque sorte, la quantité d'eau, ou le flux de ce Nil bleu, parce que là nous sommes sur le Nil bleu, qui est en plus le fleuve qui est le plus important au niveau du débit, puisqu'il représente à peu près 70% de l'eau du Nil, 30% c'est le Nil blanc, 70%, et là nous allons avoir pratiquement pendant 2 ans un blocage de l'eau pour remplir
le barrage, du barrage. Donc, nous allons voir, et puis d'ores et déjà, l'Égypte est inquiète. Elle est inquiète parce que, dans la mesure où, d'une part, elle ne va pas avoir suffisamment d'eau, mais elle a également des problèmes avec le barrage d'Assouan. Le barrage d'Assouan se trouve sur la deuxième cataracte, et elle a été réalisée, ce barrage, dans les années 1960, par les soviétiques. Alors, quel est le problème du barrage d'Assouan? Je vais revenir derrière pour une autre photo. Barrage d'Assouan. C'est que on a pris conscience que le limon, qui partait autrefois et qui était alimenté et qui permettait la fertilisation des côtes, des prairies qui bordent le Nil, les hommes dans l'embouchure, on s'est rendu compte que le limon se déposait au niveau du barrage. Et ce limon qui s'accumule fait que, en même temps, le barrage contient de moins en moins d'eau. Mais la conséquence, c'est que si le limon ne part pas et ne descend pas avec le Nil, eh bien c'est l'embouchure qui pose problème. Et là on voit sur cette diapo que la partie sombre, c'est la zone sensible à une montée des eaux d'1 mètre, mais en réalité, nous sommes déjà, la photo est un peu ancienne, mais nous sommes à peu près aujourd'hui dans cette situation-là. Ce qui veut dire que dans cette partie brune, par rapport à ce delta, par faute d'alluvion et par là le manque d'eau arrivant dans cette embouchure, la mer Méditerranée rentre progressivement dans cette embouchure. Et c'est à peu près l'équivalent de cette partie sombre. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a une pollution marine qui devient de plus en plus importante. Les experts pensent que d'ici quelques années, une dizaine d'années, peut-être une quinzaine d'années, le tiers de l'embouchure du delta du Nil sera pratiquement pollué. Ce qui pose toute une série de problèmes. Parce que la population, comme je vous le disais tout à l'heure, double tous les 25 ans, mais la demande de produits agricoles augmente également. On pense qu'il va y avoir une augmentation d'à peu près de 30%. Donc en même temps que nous avons cette diminution d'eau, une pollution importante, qu'il va y avoir une demande agricole également importante, l'Égypte se trouve devant un vrai problème. Pourtant, l'Égypte a des projets importants. En gros, 3 projets. Un premier, c'est la réalisation de ce qu'on appelle le canal de la paix pour irriguer le nord du Sinaï. Un deuxième projet concerne la réalisation du canal que l'on appelle de la Toshka à partir du barrage d'Assouan. Il y a une volonté de créer un nouveau delta du Nil et donc de 200 000 hectares à irriguer. Ce nouveau delta serait situé à l'est du Caire. Et enfin, il y a un troisième projet important qui est le projet de Nouvelle Vallée à partir des 4 principales oasis au sud du Caire. L'Égypte, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, est inquiète. Elle est inquiète parce que déjà, sa situation intérieure n'est pas brillante. Au jour d'aujourd'hui, l'Égypte a un problème avec Daesh. Ces combats, Daesh combat l'armée égyptienne, notamment en Méditerranée, puisqu'une frégate a été touchée par un missile il y a quelques mois. Il y a également un conflit, enfin des batailles qui se situent dans le Sinaï. Et je crois que c'est une branche d'Al-Qaïda qui s'appelle c'est Beit el-Maqdisi.
il y a des batailles sanglantes, d'autant plus qu'il y a eu, au cours de ces derniers mois, à peu près une quarantaine de morts. Les militaires ont perdu à peu près 40 personnes. Donc, l'Égypte, aujourd'hui, est très inquiète. Comment va-t-elle réagir vis-à-vis de l'Éthiopie? Comment l'Égypte va faire face aux troubles sociaux qui risquent de se développer? Elle craint ces risques sociaux. C'est un des gros problèmes qui va être lié, je dirais, à ce problème de l'eau. Je passerai maintenant au deuxième delta, le Tigre et l'Euphrate. C'est la Mésopotamie. Le Tigre, 1900 km, et l'Euphrate, 2700 km, ont leur source en Anatolie, qui est le véritable château d'eau. Elle traverse la Turquie, la Syrie. Je vais passer une carte. La Turquie, la Syrie et l'Irak. Alors, avec l'Irak. La caractéristique de ces fleuves, le Tigre et l'Euphrate, c'est qu'ils sont chargés de sel dissous. Et l'extension de l'irrigation en Irak nécessite donc la mise en place de stations de désalinisation et des drainages. Pour cela, l'Irak a construit en 1992 le canal de Bagdad au golfe Persique de 565 km. Ces infrastructures devraient permettre à terme la désalinisation de 1,5 million d'hectares et permettre en même temps la limitation des inondations et une production agricole moins aléatoire. Cependant, l'Irak n'est pas maître de ses choix, puisque en amont, nous avons la Syrie et les aménagements syriens. Un des barrages les plus importants est celui de Tabqa sur l'Euphrate, qui a été réalisé entre 1968 et 1976. Il a été réalisé avec l'assistance des soviétiques et la masse d'eau retenue au barrage est de à peu près 26 milliards de mètres cubes. Il est complété par le barrage régulateur de Atbas. Vous l'avez en bas à gauche. L'objectif pour la Syrie, c'est d'irriguer 1 040 000 hectares. Mais ces réalisations vont mobiliser à peu près 13 milliards de mètres cubes et réduire d'autant le débit de l'Euphrate à son entrée en Irak. D'où le mécontentement de l'Irak. Mais là encore, la Syrie n'est pas maître de ses choix. Parce qu'en amont, nous avons la Turquie. En effet, la Turquie, depuis 1977, a entrepris un projet colossal, qu'on appelle le GAP, à la fois sur l'Euphrate et sur le Tigre. Elle veut réaliser 22 barrages, 19 centrales électriques et 2 tunnels. La Turquie vise à développer une zone de 75 000 km². En conséquence, le débit de l'Euphrate en Syrie devrait à terme être réduit de 11 milliards de mètres cubes et celui du Tigre de 6 milliards de mètres cubes. Autrement dit, s'il y a une rétention supérieure de 17 milliards, cela veut dire que la Syrie aura moins 17 milliards et l'Irak sera 17 milliards plus 13 milliards. Donc nous sommes dans une situation extrêmement difficile. Ce qui fait que dans la Syrie que l'Irak, on exprimait un mécontentement sévère vis-à-vis de la Turquie en disant ces deux fleuves sont des fleuves internationaux et donc il faut revenir sur la situation ante, c'est-à-dire revenir à l'utilisation normale que nous avions préalablement. Ils estiment qu'ils ont perdu en quelques années entre 30 et 50% du débit de ces fleuves, mais la Turquie reste intransigeante. Elle dit que
ces deux fleuves constituent un seul bassin hydrique. C'est en quelque sorte la propriété, entre guillemets, de la Turquie, et de ce fait, elle rejette purement et simplement toutes les demandes qui sont faites par tant la Syrie que l'Irak. Alors, quelle est la situation de la Turquie par rapport à ces pays? La Turquie utilise l'eau qu'elle a en abondance pour exercer une pression politique sur la Syrie et l'Irak, et empêcher surtout la réalisation d'un État kurde. La Turquie est absolument opposée à toute constitution d'un État kurde, d'autant plus que les Kurdes souhaitent donc faire un État qui comprendrait à la fois les Kurdes de Turquie, les Kurdes de Syrie, les Kurdes d'Irak et les Kurdes d'Iran. Et là, la Turquie ne veut pas en entendre parler. Et puis il y a aussi une espèce de connotation religieuse, c'est que la Turquie est sunnite, et nous avons la Syrie qui est alawite, c'est-à-dire c'est une branche des chiites, et nous avons également l'Irak qui est depuis les dernières élections est passé complètement chiite, puisque 65% de la population est chiite en Irak. Mais il y a, avec toujours cette pression sur l'eau, la Turquie entend jouer un rôle important sur le plan politique. Elle veut être, elle a pour rêve de devenir un peu comme était l'Empire ottoman, c'est-à-dire avoir une influence à la fois territoriale, mais surtout une influence religieuse et de puissance politique, qui viendrait contrebalancer, bien entendu, l'Iran, qui aujourd'hui, sur le plan international, grâce à son retour de ne pas faire, je dirais, l'arme nucléaire, est entré de plein pied dans le concert international. Je passerai maintenant sur le troisième bassin, qui est le Jourdain, qui pose là également d'autres problèmes. Le bassin du Jourdain concerne le Liban, la Syrie, la Jordanie, Israël, les territoires palestiniens, y compris la bande de Gaza. Le Jourdain, long de 250 km, est alimenté par 3 sources, dont la plus importante est la rivière Asbani, qui se trouve au nord au Liban, et qui naît donc sur le flanc ouest du mont Hermon. Alors, Israël et la situation actuelle d'Israël. Jusqu'en 1967, les 3/4 du bassin du Jourdain sont sous la maîtrise des pays arabes. En 1967, les pays avoisinants menaçant de fermer son accès au golfe d'Aqaba, c'est-à-dire tout à fait au sud, Israël déclenche la guerre des 6 jours. Le plateau du Golan est alors occupé par Israël. Il est annexé unilatéralement en 1981. Israël utilise 27% de l'eau consommée de son eau qui provient de cette région. Donc le Golan, c'est 27%. 35% de la consommation d'eau provient de la nappe phréatique qui se trouve en Cisjordanie. Vous voyez ici, là. Israël, en même temps, dérive la moitié du débit annuel du Jourdain à partir du lac du Tibériade. Au nord, on voit la sortie rouge à gauche, grâce à l'aqueduc national de 130 km qui s'étend jusqu'au Negev, au sud du pays, pour permettre le développement du Negev. Pour être moins dépendant du fleuve, du Golan ou de la Cisjordanie, l'État juif est devenu pionnier en matière de dessalement de l'eau de mer. La plus grande usine a vu le jour à Ashkelon en 2005. Alors, quels sont les besoins en eau d'Israël? Selon Shimon Peres, Israël a plus besoin d'eau que de terre. Le total des ressources disponibles est estimé à 1765 millions de mètres cubes an, mais les besoins sont croissants. Mais la consommation dépasse ce volume.
Elle est entre 1900 et 2000 millions de mètres cubes. Alors, quelle solution pour Israël? Tout d'abord, lutter contre les déperditions, procéder à un meilleur traitement des eaux usées, traiter 32 millions de mètres cubes d'eau saumâtre supplémentaires dans la mer Morte, dont les niveaux baissent régulièrement, et certaines prétendent qu'ils baissent de à peu près de 4 mètres par an. Car si Israël pompe sur la mer Morte, la Jordanie pompe également sur la mer Morte. Donc, en décembre 2013, un accord a été signé entre Israël, la Jordanie et l'autorité palestinienne pour la construction d'un pipeline de 180 km reliant la mer Rouge à la mer Morte pour régénérer cette dernière. Actuellement, Israël étudie sérieusement la réalisation d'un canal reliant la Méditerranée à la mer Morte. Il présenterait un avantage certain puisque la mer Morte se trouve à 420 mètres en dessous du niveau de la mer. Le pouvoir relier par ce canal permettrait deux choses: réalimenter la mer Morte et d'autre part pouvoir utiliser par sa déclivité de pouvoir produire de l'énergie. Mais les tensions restent vives avec la Syrie, qui revendique toujours le Golan, et Israël, par contre, a également des problèmes avec la Cisjordanie, parce que Israël, comme je vous disais tout à l'heure, prend 35% à peu près de la nappe phréatique qui se trouve sous la Cisjordanie, et elle soumet, comme vous pouvez le voir sur cette image, c'est qu'elle facture, Israël facture à ses colons entre 0,6 et 0,13 en fonction de l'utilisation de cette eau, mais elle fait payer 1 euro le mètre cube aux Jordaniens. C'est aux Palestiniens. Oui, Palestiniens, bien sûr. Merci. Aux Palestiniens. Donc là, il y a véritablement un vrai problème et la tension est très vive. Donc, on parle d'une volonté de créer un État palestinien, mais je pense personnellement qu'un accord sur la répartition de l'eau entre 5 millions d'Israéliens et 2,4 millions de Palestiniens est absolument nécessaire. Mais aujourd'hui, la situation est explosive. La Jordanie. La Jordanie dispose pour son approvisionnement en eau des eaux du Yarmouk. C'est un fleuve qui descend, qui vient de Syrie. 23,5% du flux du Jourdain. Et ensuite des eaux traitées par l'usine de dessalement de Zahra Marine au nord de la mer Morte. La quantité d'eau disponible en Jordanie est de 1237 millions de mètres cubes, mais la demande est là aussi supérieure, soit 1476 millions de mètres cubes. Depuis la construction, à partir de 1959, du canal qu'on a appelé du roi Abdallah, la rive orientale du pays est constellée de serres, de cultures maraîchères, des vergers, des agrumes, c'est-à-dire tout ce qui est parallèle pratiquement au Jourdain. Comme il manque de l'eau en Jordanie, les autorités jordaniennes ont décidé de recourir à une réserve d'eau fossile, c'est la nappe de Tizi. Cette nappe représente à peu près 50% de l'eau fournie à Amman et 25% de l'eau disponible en Jordanie grâce à 55 forages qui pompent l'eau à 600 mètres sous terre. Et l'eau navigue dans un aqueduc qui est complètement enterré et sur une longueur de 300 km. Cependant, cet aquifère frontalier est frontalier avec l'Arabie Saoudite qui a également l'intention de l'exploiter. L'ouverture de ce pompage de la nappe de Tizi aurait peut-être pu permettre de résoudre le problème. Malheureusement, aujourd'hui, l'afflux des réfugiés syriens
on compte à peu près 1 million de réfugiés aujourd'hui. Et des réfugiés irakiens, plusieurs milliers, qui représentent entre 20 et 30, de 20 à 30% de la population du pays, fait que la demande en eau potable augmente sérieusement. Le déficit hydrique aujourd'hui est de 500 millions de mètres cubes par an. Aussi, le 19 avril dernier, le président François Hollande a dégagé 800 000 € pour l'amélioration et la distribution de l'eau dans le pays. On peut penser que si le nombre des immigrés devait encore augmenter ou se stabiliser durablement au niveau actuel, la situation de la Jordanie deviendrait alors préoccupante. La Jordanie recherche alors des solutions alternatives. Et ces solutions passent par un traitement des eaux usées plus efficace et la construction d'un canal avec Israël entre la mer Rouge et la mer Morte. Son coût est élevé, 6 milliards de dollars, qui rend le projet encore hypothétique, mais actuellement, les pays, disons, à l'ONU, l'ONU est très, très favorable à la réalisation de ce projet, et donc il n'est pas impossible qu'il y ait une aide financière qui permettrait d'alléger la dette, disons, le coût de 6 milliards qui est prévu pour la réalisation de ce canal. Une dernière idée qui fait son chemin actuellement, c'est essayer d'avoir une importation d'eau depuis l'étranger. Alors l'étranger, c'est le Liban ou la Turquie, soit par voie terrestre, soit par voie maritime. C'est une solution qui est en train d'être affinée, peaufinée, et qui pourrait peut-être, à terme, être une solution pour aider la Jordanie. Je parlerai maintenant de la bande de Gaza, qui pose également toute une série de problèmes. 1,6 million de Palestiniens sont enfermés dans 360 km² de Gaza. Bien entendu, ils souffrent du manque d'eau et de la pollution de celle-ci. Le constat. Premièrement, la nappe souterraine de l'aquifère côtier, partagée avec Israël, est la seule source d'eau douce. 180 millions de mètres cubes sont pompés par an. Mais cette nappe ne se recharge que de 45 millions de mètres cubes, si bien que la mer s'infiltre progressivement et salinise l'aquifère. Il existe 3 stations d'épuration en fonctionnement qui sont en mauvais état et sont saturées. Le fleuve Wadi Gaza, venant des collines d'Hébron, déjà extrêmement pollué, est souvent à sec. Le fonctionnement des 6 usines de désalinisation, qui produisent 7200 mètres cubes jour, est entravé par l'absence de pièces de rechange. Ces pièces de rechange passaient autrefois par l'Égypte, par les tunnels qui étaient créés, quelquefois un petit peu par Israël. Depuis que l'Égypte a fermé ces tunnels, Gaza se trouve en grande difficulté pour l'approvisionnement en pièces de rechange. Faute d'une distribution publique d'eau, on compte près de 4000 puits illégaux qui épuisent les réserves. Enfin, l'agriculture qui consomme à peu près 60% de l'eau disponible, cette agriculture est très polluante à cause de l'usage intensif des engrais. Disons que les nitrates dépassent de 3 fois la norme internationale. Alors, ce tableau est très pessimiste, mais l'aide internationale s'organise. L'Agence française de développement, qui est une institution financière qui met en œuvre la politique du gouvernement français, agit pour combattre la pauvreté et favorise le développement durable. Pour cela, elle a financé à hauteur de 500 000 € le réseau d'assainissement au sud de la bande de Gaza, financé la moitié de la construction de la station d'épuration de Beit Lahir, de 28 millions d'euros, mais devant la situation sanitaire catastrophique et devant l'urgence, l'Agence française de développement et l'Union pour de la Méditerranée ont décidé
de financer, 10 projets permettant l'accès à l'eau à 800 000 personnes. Alors, je voudrais, sur cette carte, vous montrer l'évolution de la mer Morte. Nous voyons à gauche, je me rapproche parce que je ne vois pas très bien, à gauche, comment était la mer Morte en 1960. Puis au milieu, en 2010. Et voilà comment serait la mer Morte en 2060. Autrement dit, il est urgent que ces canalisations passent pour permettre, je dirais, la possibilité d'avoir de l'eau potable. Donc je reviens en arrière parce que j'ai voulu de vous passer cette diapo. Donc, l'eau qui est insuffisante et impropre dans la bande de Gaza est un problème dramatique pour la population qui connaît une mortalité infantile en constante augmentation. 40% des maladies infantiles seraient dues à l'eau. Bien que ne faisant pas partie des 3 bassins hydriques que nous avons abordés, il y a quelques instants, je souhaiterais dire 2 mots à propos de la Libye. La Libye est un pays qui est aujourd'hui en proie à des difficultés majeures. C'est un pays désertique sur 90% de son territoire et il ne peut pratiquement que sur les côtes du nord du pays. Et il pleut à peu près 200 mm par an. La Libye a donc créé le projet Grande Rivière Artificielle qui mobilise les eaux de l'aquifère du bassin de Nubie qui s'étend aussi sur le Tchad, l'Égypte et le Soudan. Alors, voici une carte. Comme vous voyez, il y a deux nappes, la nappe de Mourzouk et la nappe de Sérir, pas de Nubie. Et ce que vous voyez en bleu, c'est les canalisations qui ont été créées. On voit une canalisation qui va jusqu'à Tripoli, la deuxième qui va vers Benghazi, et vous savez que là, il y a un problème important en Libye, c'est que les Tripoli et Benghazi ont chacun un gouvernement, que Tripoli s'oppose violemment à Benghazi, Tripoli étant de tendance frères musulmans, Benghazi étant dans l'opposition, et ce projet n'est pas tout à fait terminé, car il faut relier maintenant à la fois la Tripolitaine de la Cyrénaïque. Alors, les travaux de cette grande rivière ont commencé en 1985. L'objectif est donc d'alimenter en eau potable la Cyrénaïque, comme je vous le disais, et Benghazi, mais aussi d'irriguer 150 000 hectares et de distribuer de l'eau à 20 000 exploitations de 5 hectares environ. C'est-à-dire 80% de cette eau-là est destinée à l'agriculture. Alors, je vous montre un peu les canalisations qui sont enterrées. Alors, nous étions avec mon épouse en Libye au moment où il était en place ces canalisations. Ces canalisations ont plus de 2 mètres de diamètre. C'est quelque chose d'énorme. Aujourd'hui, 6 millions de mètres cubes sont pompés chaque jour, et à ce rythme, l'aquifère, les deux aquifères risquent de s'épuiser assez rapidement dans le temps. Une photo qui est plus souriante. Donc en conclusion, je dirais qu'aujourd'hui, le Proche-Orient est en état de guerre, avec pour conséquence les morts, l'immigration massive, les conflits religieux, comme je vous le disais en commençant mon propos. Demain, il y aura le réchauffement climatique qui risque d'entraîner dans cette partie du monde une diminution des précipitations.
une cinquantaine de pays disposeront de moins de 1000 m3 d'eau par an et par personne. Là, nous sommes vraiment dans le stress, ce qu'on appelle le stress hydrique. C'est-à-dire, au-dessous, ça devient, c'est pratiquement insoluble. Puisque l'OMS pense qu'il faut à peu près 1700 m3 d'eau, au minimum 1700 m3 par personne et par an. Donc, quels sont les pays qui seront touchés? Ben, avec moins de 1000 m3 d'eau par an et par personne, il y aura vraisemblablement l'Algérie, la Libye, la Syrie, la Jordanie, l'Égypte, la Tanzanie, etc. Alors que, comme je vous le disais, moins de 1000 ou 1000 m3, c'est vraiment très insuffisant. Le réchauffement climatique prévisible et le doublement de la population tous les 25 ans dans les pays arabes risquent d'aggraver cette situation. Dans les années qui viennent, on pense que la demande en agriculture et en besoins alimentaires va augmenter de 30%. Je vous donne un exemple, tout simplement en ce qui concerne, je reviens un peu sur l'Égypte. L'Égypte, qui a toujours été un grenier à blé, a en juillet 2014 lancé une adjudication internationale pour l'acquisition de 20 millions de tonnes de blé. La France s'est portée candidate, mais elle n'a pas été retenue, ça a été les soviétiques. Mais lorsque l'on pense que l'Égypte a toujours été un grenier à blé, qu'aujourd'hui, ils sont obligés de demander l'aide des pays producteurs de blé à l'international, il y a là de quoi s'inquiéter sur l'évolution et de la demande dans ces pays arabes. Donc, ce que l'on peut craindre, c'est que des agitations sociales dues au stress hydrique, énergétique et économique risquent d'entraîner une immigration d'une partie importante de ces populations. L'eau, appelée souvent l'or bleu, sera l'enjeu primordial des années à venir dans cette zone. Le règlement de la question de l'eau sera un point essentiel dans la recherche d'un équilibre géopolitique au Proche et Moyen-Orient. Je vous remercie de m'avoir écouté aussi attentivement. Merci à notre conférencier de nous avoir éclairés. Il y a quelques millénaires, on a eu droit à la guerre du feu. Maintenant, nous avons droit et nous aurons droit à la guerre de l'eau, certainement. Cette présentation géopolitique des problèmes liés à l'eau au Proche et au Moyen-Orient nous aura éclairé sur cette analyse. Bien, je vais passer la parole à la salle pour le jeu des questions-réponses. Et je voudrais dire que s'il y a des interventions, je ne souhaite qu'elles soient relativement brèves. On ne refait pas une conférence. Voilà. Bien. Qui veut intervenir? Voilà. Tu nous as fait une présentation assez pessimiste, voire inquiétante, des problèmes de l'eau. Tu as aussi, me semble-t-il, esquissé, tu as rapporté quelques solutions. On dit beaucoup de mal de la mondialisation de nos jours. Et le fait que tu nous as dit en tout début de conférence que les réserves d'eau sont suffisantes pour la population mondiale, on voit mal comment on peut éviter d'autres solutions qu'une mondialisation de la distribution de l'eau. Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'il y a déjà des choses, des projets? Parce qu'on voit bien qu'il y a des pipelines sur des kilomètres, sur des milliers de kilomètres pour le pétrole. Où en est-on pour l'eau? Si, pour le pétrole, effectivement, il y a eu pas mal d'ouvrages pour le transport du pétrole. Il n'y a rien en ce qui concerne l'eau, en tout cas à ma connaissance. Pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, l'eau devient, après
le gaz, après le pétrole, sera pratiquement l'arme absolue. Et je crois que les pays qui ont de l'eau veulent conserver cette arme. Alors, bien entendu, il y a des aides internationales. C'est-à-dire que, comme on l'a vu tout à l'heure, je parlais tout à l'heure de l'Agence française de développement. C'est la France. C'est la France et la politique de la France qui va apporter une aide. Je crois que depuis une vingtaine d'années, à peu près, l'aide est de 900 millions d'euros. Mais il y a quand même de temps en temps quelque chose qui se passe. C'est notamment l'Union pour la Méditerranée. Alors, je n'ai pas dit, je ne suis pas arrêté sur l'Union pour la Méditerranée, mais qui est dans cette union? Eh bien, nous avons d'abord les 28 pays d'Europe, nous avons les différents pays au niveau des Balkans, mais nous avons aussi toute une série d'autres pays qui interviennent. L'Algérie, l'Égypte, Israël, la Palestine, la Jordanie, etc. Donc ça fait en tout 43 pays. Et ces 43 pays ont pris conscience qu'il y avait véritablement un problème et qu'il fallait, pour éviter sans doute toute explosion, donc on ne va pas encore sur une aide stratégique, mais ce que ces pays-là essaient de permettre, au moins aujourd'hui, à ces pays de se développer ou de se maintenir à un certain niveau de développement. Mais il n'y a pas, dans le cadre de la mondialisation, une répartition de l'eau. Et comme je disais en préambule, lorsqu'on a à peu près 5000 quelques mètres cubes par an, 5000 mètres cubes par an et par personne, on a très largement la possibilité de permettre à tous les pays d'avoir de l'eau en abondance. Juste un petit commentaire à propos de la mondialisation. Les ressources en eau, vous l'avez dit, sont suffisantes pour l'ensemble de la population mondiale. Oui, les ressources alimentaires sont aussi suffisantes. Et la mondialisation n'empêche pas qu'il y ait des gens qui crèvent de faim. Bon, je ne pense pas que la solution soit à ce niveau-là. Et par ailleurs, l'aide des institutions type Agence française de développement ou des institutions des États-Unis, etc., on peut se poser la question de savoir si cette aide n'ouvre pas la porte aux multinationales françaises de l'eau, Lyonnaise des Eaux, la SOR, etc. On peut se poser la question. Hein, ce n'est pas le cas de l'agence française, hein, mais on peut se poser la question effectivement. Tiens, moi j'ai terminé. André, je sais que tu veux parler. Hein? Il n'y a pas d'obligation, mais... Premier point sur Gaza, c'est un peu aussi le problème que vous avez évoqué sur l'Éthiopie. Si il y a une telle salinité de la nappe maintenant à Gaza, c'est en raison d'un pompage particulièrement violent réalisé par les colonies juives israéliennes qui étaient sur la bande de Gaza et qui produisaient de façon très importante fleurs et fruits, notamment fleurs coupées pour le marché hollandais international. C'est aussi ça la mondialisation. C'est-à-dire, c'est les roses peut-être en Éthiopie, c'est là, c'est-à-dire on a à s'interroger sur nos consommations et d'une certaine façon sur le fait que l'on fait porter sur d'autres pays l'utilisation de l'eau dont ils auraient besoin pour leur propre consommation dans le cadre d'un commerce international dominé par ces multinationales. Donc on est bien là dans une situation pas de si les colonies juives ont été évacuées par Sharon, c'est bien sûr dans le cadre d'une
une opération géopolitique qu'on connaît, mais c'était en même temps aussi parce qu'elles n'avaient plus la possibilité de continuer à vivre sur le modèle économique qu'elles avaient créé. Sur Gaza, c'est... Et l'autre chose qui, bien sûr, intervient, c'est la manière dont, bon, chose qui n'a pas été évoquée là, mais on ne peut pas parler de tout, il n'y a pas de reproche, dans la présentation que vous faites de la Cisjordanie, vous présentez la Cisjordanie dans ses limites liées à la... à la Ligue de cessez-le-feu de 69, présentée parfois comme une frontière si l'État de Palestine était créé, mais aujourd'hui, le mur de séparation, le mur d'apartheid, s'enfonce très profondément en Cisjordanie et capte de nouvelles sources. Enfin, la technique israélienne pour fixer le parcours du mur consiste à englober en Israël le maximum de terre avec le minimum d'Arabes dedans, enfin, ou de Palestiniens dedans, pour être plus précis, enfin, les Arabes étant le terme utilisé par Israël, avec, à chaque fois, le maximum de puits récupérés. Quand on regarde comment le mur tourne autour de Galgulia, par exemple, on voit ce que c'est que cette récupération. Après, Bernard va dire que je suis trop long. Non, c'était très intéressant parce qu'effectivement, c'est un des gros problèmes. Encore que, je dirais, uniquement en se plaçant simplement sur l'eau. Israël n'a pas besoin, pour l'eau, je ne parle pas pour d'autres stratégies d'empiètement et autres, je ne parle pas de ça, je parle simplement de l'eau. Israël peut pomper, puisqu'elle est en limite donc de la nappe sous la Cisjordanie, et elle pompe allègrement. Ce qui fait, c'est que le problème, en réalité, c'est que les Palestiniens disent cette nappe nous appartient, et donc il faudrait qu'il y ait une répartition en fonction de nos besoins, et que l'on vous en donne un petit peu d'eau parce que vous êtes limitrophe à cela, d'accord, mais ils pompent beaucoup plus d'eau que les Palestiniens ne pompent dans cette eau. Et donc ça crée, alors, tout ça je ne l'ai pas dit parce que sinon ce serait trop long, mais c'est vrai que c'est un vrai problème. Et qu'en plus, lorsque Israël vend cette eau aux Palestiniens, elle fait payer à un prix supérieur à ce qu'elle fait payer à ses propres colons. Donc là, il y a encore une distorsion qui fait que forcément, les Palestiniens ne sont pas contents. Hein. Et on peut les comprendre, je dirais. Une autre intervention. En se projetant voilà, dans l'avenir, Je n'entends pas. en se projetant dans l'avenir voilà, du Moyen-Orient, je crois qu'il n'y a pas de perspective de paix, ni à moyen et court terme. Je ne peux pas me projeter jusqu'au long terme, mais cet enjeu de pénurie d'eau, voilà, il va envenimer davantage voilà, la situation déjà tendue et ensanglantée. Voilà, donc moi j'aimerais savoir cet enjeu d'eau, voilà, sa perspective dans le long terme. Est-ce que voilà, il n'y aura pas de paix dans cette région? Est-ce que le problème de l'eau va engendrer des conflits et fera en sorte qu'il n'y ait pas de paix à long terme? Écoutez, on peut le voir globalement. Et on peut le voir pays par pays. Parce que les problèmes ne sont pas tout à fait les mêmes. Prenons l'Égypte. L'Égypte a toujours été un pays modérateur. Modérateur parce que lorsqu'il y avait un conflit avec les Israéliens, lorsqu'il y avait un conflit avec les Tunisiens, lorsqu'il y avait un conflit avec les Libyens, on s'est toujours retourné vers l'Égypte pour que l'Égypte intervienne. En sous-main, la stratégie égyptienne a toujours été de calmer les choses, d'apporter des solutions. Qu'est-ce qui va se passer maintenant si, par le manque d'eau,
par les besoins agroalimentaires, les tensions, je dirais, aujourd'hui qui deviennent de plus en plus fortes, c'est-à-dire entre, vous savez très bien, entre les religieux, les sunnites, les chiites, Al-Qaïda, avec notamment en Égypte, on voit actuellement Morabitoun qui arrive et qui s'implante et qui fait des actions importantes. Morabitoun avec Mokhtar, hein, qui est un combattant algérien que l'on connaît bien. Bien, il y a, vis-à-vis de la population, une inquiétude. Car si Morsi, qui était le représentant des frères musulmans, qui avait pris le pouvoir, il a été débarqué par le maréchal al-Sisi. Le maréchal al-Sisi, parce qu'il voulait remettre de l'ordre. Alors qu'est-ce que l'on est en train de constater? C'est qu'al-Sisi n'arrive pas à maîtriser Al-Qaïda. Il ne maîtrisait pas, et comme je disais tout à l'heure, une frégate a été attaquée par un missile qui était tiré par Al-Qaïda. Il perd des soldats dans le Sinaï. Donc il y a une inquiétude qui devient de plus en plus forte, car le pouvoir fort des militaires, qui a toujours été un État dans l'État en Égypte, eh bien, il va commencer à s'éroder. Et on retrouve des tensions avec, je dirais, les frères musulmans, avec Al-Qaïda, avec les batailles, avec maintenant le manque d'eau, avec les besoins de plus en plus au point de vue alimentaire, avec l'embouchure du Nil, qui a toujours été le grenier à blé de l'Égypte, qui commence à perdre de plus en plus d'importance. Le fait de dire qu'il faut refaire une autre embouchure à côté du Caire pour pouvoir, 200 000 hectares qu'il faut irriguer rapidement pour avoir... tout cela, la population égyptienne commence à s'interroger. Où on va? Et donc, je suis bien d'accord avec vous, mais vous voyez, un pays qui est le plus sage, qui a toujours été le plus tempéré, lui a de très très gros problèmes. Alors si on passe directement en Irak, et si on parle en Syrie, alors là c'est encore d'autres problèmes. Parce que la Syrie, comment voulez-vous que Bachar el-Assad, qui est un alawite, puisse régler les problèmes qui se posent, puisque Bachar el-Assad, en tant qu'alawite, représente à peu près 12% de la population, qu'il y a plus de sunnites que d'alawites, et que aujourd'hui, Bachar el-Assad ne maîtrise pratiquement que 20 à 25% de son territoire. Le reste, c'est Daesh, c'est Al-Nusra, c'est d'autres intervenants. Donc, comment peut-on se projeter sur l'avenir? Difficile. Si ce n'est qu'on peut penser que Daesh finira vraisemblablement par subir de graves défaites, que probablement il va falloir se repenser ce qu'est la Syrie, ce qu'est l'Irak. Aujourd'hui, ce qui est en cause, ce sont les accords qui ont été signés en 1917. C'est les accords Sykes-Picot qui ont redessiné, en fait, par des grands traits, les frontières entre l'Irak, sans parler des Kurdes. Donc, tout cela, on est en train de penser qu'il faudrait peut-être revoir ces frontières. Alors, revoir ces frontières pour permettre à des gens qui se trouvent dans la même communauté historique, communauté d'intérêt, eh bien, c'est un très 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 gros problème pour les années à venir. Mais je pense qu'il va falloir sans doute aller vers cela, et que les ambitions des uns et des autres, c'est-à-dire d'Erdogan de vouloir d'avoir l'Empire ottoman en ligne, ou alors l'Iran de faire la Grande Perse, qui autrefois couvrait à la fois l'Irak, l'Iran, le Liban, qui touchait également Israël, puisque c'était toujours là-dessus. Ça allait même la Libye, ça allait en Syrie. Donc si on a une telle ambition de se projeter comme ça, certainement qu'on va vers des conflits importants. Quand est-ce que les gens deviendront un peu plus sérieux, deviendront un peu plus calmes? La pression internationale peut-elle avoir une influence? Je n'en suis pas sûr.
car ce n'est pas à l'ONU que l'on décide ce genre de choses, mais même si on décidait quelque chose, qui va pouvoir mettre sur place les troupes nécessaires pour faire appliquer ces solutions. Donc là, vous voyez qu'on peut être pessimiste, mais à force d'être pessimiste, bon, je dirais qu'on atteint le fond de la piscine, et forcément, il arrive un moment où on sera obligé de trouver des solutions, parce qu'on ne va pas laisser des millions de personnes dans des situations invraisemblables. Voilà un peu la réponse que je pourrais vous donner sur... Très bien. J'ai une question. Je me demande si, puisque la consommation de l'eau est en forte croissance, mais la proportion de la consommation qui est dévolue à l'agriculture, c'est la plus importante, est-ce que la solution ne passe pas par une réforme des modes de production agricole? Voilà. Et comme l'a signalé André, et de la division internationale de la production agricole, c'est-à-dire faire cultiver les roses en Éthiopie, qu'on vous vend sur Internet en disant qu'elles sont équitables, j'ai trouvé ça d'ailleurs, et elles viennent par avion réfrigéré, c'est sympa d'ailleurs, c'est très équitable, très écolo. Et donc, est-ce que ça ne passe pas par là, parce qu'on a eu déjà des expériences de ce type dans les années 60 avec ce qu'on avait appelé la révolution verte, la Green Revolution, avec des formes hybrides de maïs, de blé, etc., qui ont été cultivées à outrance en Inde. Ça a été dénoncé par des agronomes indiens, et qui étaient, on faisait 2 récoltes au départ, mais il fallait irriguer un maximum, il fallait tout un pack phytosanitaire, ce qui a pollué les nappes phréatiques, qui a entraîné la salinisation, et on en parle en Égypte, ça a été le cas en Inde. Alors est-ce que la solution ne passe pas par une réforme de ces modes de production agricole? Alors, je dirais deux éléments de réponse. Le premier, c'est, si vous dites, bon, la culture des roses, pour prendre cet exemple tout à l'heure, et pour faciliter un peu l'exemple. Si on dit, ben, il ne faut pas faire cultiver des roses en Éthiopie, mais qu'il est préférable de les faire, par exemple, dans... Eh bien, que vont faire les Éthiopiens? Les Éthiopiens ont besoin de cette production, parce que ça marche bien, parce que ça se développe bien, et qu'ils ont là de quoi faire rentrer des devises. Donc, c'est pas aussi facile, enfin, aussi facile que ça. Maintenant, en ce qui concerne toujours le problème de l'eau, prenez le problème de la Chine. On sait que enfin, la répartition, c'est 1 tiers, 2 tiers. 2 tiers, c'est l'agriculture et l'industrie. Mais aujourd'hui, par exemple en Chine, la Chine utilise presque autant d'eau que pour l'agriculture, pour l'industrie. Et on voit mal comment on va pouvoir imposer à la Chine un mode de fonctionnement qui soit conforme avec l'idée que nous nous faisons de l'équité et de la répartition. Ces pays comme ça, on ne peut rien y faire, si ce n'est que... Il y a le pouvoir du consommateur. Oui, et ça, c'est un pouvoir qui est immense. Le jour où on décide de ne plus boire de Coca-Cola, c'est fini pour Coca-Cola. Voilà. Ça, c'est un pouvoir qu'on n'utilise pas, mais je crois que c'est important quand même. Le pouvoir du consommateur. Oui, consommateur, unissez-vous. C'est un peu un slogan que l'on a connu autrefois. Oui, mais c'est vrai qu'il y a une influence non négligeable des consommateurs, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, dans les grands pays comme l'Inde, comme la Chine, où les consommateurs n'ont pas grand-chose à dire, ce sont des politiques d'État, et qu'avant que ces États se transforment et que les consommateurs puissent dire... donner leur avis, je crois qu'il y aura encore beaucoup d'eau qui va passer parmi les fleuves de France et de Navarre. Il y aura beaucoup d'eau qui sera pompée, comme les qui sera pompée également. Très bien. Bon. D'autres questions? Dernière question, non? Très. S'il vous plaît, tout à l'heure, vous avez souligné que il y a un problème majeur pour l'Europe, c'est la question d'immigration. Alors moi, j'aimerais savoir quel est le rôle de l'Europe
voilà, a joué voilà, dans ce contexte-là, voilà, de pénurie d'eau. Est-ce qu'il n'y aura pas de l'eau contre du pétrole, voilà, pour stabiliser un petit peu? Voilà, moi je vois que l'Europe doit jouer un rôle très très important dans cette région parce qu'il y a des États-Unis qui a une grande mainmise et des enjeux voilà, de cupidité plus que d'enjeux humains. Moi j'aimerais savoir quel est le rôle de l'Europe, voilà, qui est la plus touchée par l'immigration vu la proximité des... Oui, je crois que c'est une très 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 bonne question. Très bonne question parce que aujourd'hui, il y a une immigration qui est liée à deux facteurs importants de l'immigration. Il y a l'immigration parce que les gens se trouvent en difficulté, je dirais, dans leur pays, parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a des pressions, parce que les gens souffrent et ils partent. Il y a également ceux qui ont envie de vivre, c'est-à-dire qui veulent manger, qui veulent avoir un niveau de vie, et donc ils vont rechercher ailleurs ce qu'ils n'ont pas chez eux. Et cette immigration est mal perçue chez les Européens parce qu'ils n'ont pas été préparés à cela. Je crois que tous les Européens ont envie d'aider, je crois que tous les pays musulmans de cette région qui souffrent, donc on a bien conscience qu'ils souffrent, seulement on n'est pas préparé. On n'est pas préparé pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'il faudrait pour cela que l'on se mette d'accord sur une répartition, de façon à ce que... Et une deuxième, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des pays européens souffrent économiquement. Et donc, comment aborder cette immigration que l'on souhaiterait? Et je ne parle pas de la question religieuse, hein, parce que là, on rentrerait dans d'autres systèmes. C'est vrai qu'on n'est pas habitué d'avoir une masse importante de musulmans qui viennent ici, qui troublent un petit peu notre tradition, qui est catholique, etc. Mais je ne veux pas m'arrêter à ça, parce que ça finit par se comprendre, on finit par, quand on se connaît, on se comprend, et on accepte et on accueille. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas prêt parce que nous-mêmes, nos pays souffrent économiquement. Alors, rien à voir avec ce que souffrent les musulmans des régions qu'on a parlé, mais par rapport à nos propres problèmes, nous souffrons. Alors, comment régler ce problème-là? Ben, je crois qu'il faut un peu de temps. Il faut un peu de temps. Je crois qu'avec le temps, on va essayer de s'organiser pour accueillir tous ces immigrés. Et je pense qu'on arrivera peut-être même pour éviter qu'ils viennent, parce qu'ils ont tous envie de rester chez eux. Hein. Bien sûr, ils ne partent pas parce qu'ils ont envie de partir. Ils partent, ce n'est pas des voyages. Ils préfèrent rester chez eux. Mais pour cela, peut-être on va finir par prendre conscience, comme l'Agence française de développement, qu'il faut investir énormément dans ces pays-là pour qu'eux-mêmes puissent se reprendre en main. Mais il y a le problème politique, et tant que nous n'aurons pas réglé un certain nombre de problèmes qui touchent à al-Assad, etc., et sa façon... Quand on voit que Bachar al-Assad, Bachar, en arabe, ça veut dire humain, et bien on se demande qu'est-ce qu'il y a d'humain chez Bachar et en Syrie. Donc voilà, ce sont des choses... Bien, une dernière intervention. Okay. On ne va pas traiter l'immigration. Juste un mot quand même par rapport à la manière dont vous le présentez. Ce à quoi nous ne sommes pas, comme vous dites, préparés, c'est-à-dire la population n'est pas préparée, c'est peut-être d'abord à comprendre que la crise qui existe dans ces pays d'où l'immigration provient est une crise à laquelle nous avons largement nous-mêmes en tant que pays contribué, et que la solution n'est pas forcément en termes de quantité d'investissement. La quantité d'investissement de M. Bolloré en Afrique est une source profonde de migration supplémentaire, parce que de pauvreté supplémentaire pour les Africains eux-mêmes. Là, vous avez tout à fait raison, j'ai abordé plus en termes de flux que effectivement des véritables causes. Bien, en fait,
conférence précédente était sur l'immigration. Donc, c'était le thème. Hein, ce soir, c'est pas le thème. Voilà. Bon, je remercie encore une fois André Garcia pour sa conférence et je remercie l'ensemble des personnes ici présentes d'être venues et j'espère que vous avez eu le petit papier qui présente les dates de la nouvelle session de conférence.